Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massengo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Comme l'écrivait François Bédarida, l'historien du génocide des Juifs par les nazis, il faut distinguer l'objectif de la mémoire, la transmission du témoignage et celui de l'histoire, la vérité. Alors que l'histoire se situe à l'extérieur de l'événement et génère une approche conduite du dehors, la mémoire se place dans l'événement, le remonte en quelque sorte, cheminant à l'intérieur. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Et nous terminons par Henri Rousseau, historien de la Seconde Guerre mondiale, qui considère que la mémoire relève d'une approche sensible, individuelle, presque sentimentale du passé, qui abolit la caractéristique première de l'histoire historienne, à savoir la mise à distance, et que le devoir de mémoire est aussi un devoir de vérité qui s'impose à tous. Fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le mot du président du Forum, maître Maurice Massengo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. Ce mardi 4 mars 2025, j'aurais bien voulu vous parler de la tragédie du dimanche 4 mars 2012. Comme vous le savez, ça a été une opération macabre de Sassou Nguesso qui a fait plus de 6500 victimes, congolais et étrangers. La série d'explosions filmées par des journalistes du Forum qu'on vous a présenté dans différentes vidéos sur YouTube, présente des images terrifiantes d'apocalypse, comme l'avait d'ailleurs qualifié le président de la fondation Ebina, Joe Washington Ebina, qui avait d'ailleurs sillonné toute la zone du quartier Pila et une partie des arrondissements de Wenze et Talangai à Brazzaville pendant justement cette catastrophe. Et il faut souligner que après cette catastrophe, il y a eu un mouvement du 5 mars qui s'était interrogé en disant « Mais alors pourquoi, depuis plus de 2 ans, les travaux n'ont-ils pas été réalisés quand on sait que ce sont des protégés de Sassou Nguesso qui ont pris part à la décision avec lui-même, à savoir ses neveux, Jean-Dominique Okemba, Jean-Jacques Bouya, Richard Monjo, ses fils adoptifs, Gilbert Ondongo, Germain Ikonga Akindu. On peut se demander où sont passés les 300 milliards puisque rien n'a été réalisé. Même le dit colonel Germain Ikonga, tout le monde le sait, directeur de l'équipement des forces armées congolaises à l'époque, qui avait reconnu au procès
d'août-septembre 2013 avoir perçu du Trésor en compagnie d'une de ses parentes, Madame Kouyaté, un acompte de 490 millions de francs CFA destinés à la réalisation des 10 travaux. Mais cette personne, qui avait été condamnée pourtant à 5 ans de prison ferme, avait été libérée au bout de 6 mois. Cette décision scandaleuse de sa libération a été prise par le Quator, Sassou Nguesso lui-même, Yoka Emmanuel, Bouka Henri, Akira Georges. Et c'est Sassou qui va l'annoncer lui-même à l'occasion du 4e anniversaire de la mort de sa fille Edith. Et ce, en présence justement de ses compères de l'époque, Yahi Boni, Alpha Condé et Ibeka. Comme pour narguer les victimes de la tragédie du 4 mars 2012. Le peuple congolais tout entier sait que il n'y a jamais eu une véritable commission d'enquête qui avait été annoncée avec beaucoup de fracas. Et d'ailleurs, j'espère que Bouao Zachary Bouao doit se poser des questions et doit se demander où se trouve la commission d'enquête. En tout cas, le champagne avait coulé à flot lors des retrouvailles des Sassus pendant la sortie justement du Conga à Kindo, qui serait plus ou moins à l'origine, dans ce sens que il n'a pas effectué les travaux demandés pour justement mettre en place des casernes plus loin d'ailleurs de la ville. Alors je voudrais plutôt revenir sur le procès des disparus du Beach, parce que nous voici 20 ans après la disparition donc du magistrat Charles-Émile Apès, qui vient de nous quitter le dimanche 2 mars 2025. C'est lui, en effet, qui avait présidé ce procès du Beach. Ce procès du Beach s'est déroulé à Brazzaville du 21 juillet 2005 au 17 août 2005. Et suite aux plaintes déposées en France, la procédure est toujours en cours, notamment en France, à Paris. Mais il y a aussi une autre procédure qui n'est pas connue des Congolais. C'est cette procédure à la CPI qui a été saisie par plusieurs organisations, dont celle installée en Suède, où réside une famille de rescapés dans cette rafle organisée depuis la RDC. Parce que cette affaire donne des insomnies à Sassou Nguesso, qui est lui-même visé par de nombreuses plaintes, très documentées, je le dis bien, très documentées. C'est pour cela qu'il ne faut pas taire cette affaire, il faut continuer à en parler, parce que cette affaire est toujours examinée aux Nations Unies, parce que les affaires des disparus, on les éclipse pas comme ça. Des rapports de plusieurs organisations ont toujours souhaité que les enquêtes appropriées soient menées afin d'élucider le sort et l'endroit où se trouvent les personnes portées disparues, et afin de protéger leurs droits. C'est ça ce que veut dire le droit. D'ailleurs, je consacre dans mon ouvrage, que vous voyez ici, plus de 50 pages, de 44 à 103, dans l'autopsie d'un État totalitaire. Je parle du déroulement de ce génocide avéré, les convois à la mort, les enlèvements, les disparitions au beach de Brazzaville, les documents, témoignages des militaires républicains qui décrivent les scènes de mise à mort des sudistes. Des crimes ont été commis dans le domaine présidentiel. Il y a eu l'arrestation et la libération également du général Jean-François Ndengue à Paris, dont je parle. La mission d'enquête de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Là, il
il y a aussi, je parle comment Gérard Bissindou et le doyen des juges, le doyen des juges, Patrice Nzouala, ont été victimes, assassinés par empoisonnement, parce qu'ils savaient des choses. Et j'évoque également aussi le combat héroïque du colonel Marcel Twanga pour son fils Narcisse qui a été assassiné au Beach. Au cours du procès tenu de juillet à août 2005, l'un des avocats des victimes, il s'agit donc de l'ancien bâtonnier Ambroise Hervé Malonga, avait dénoncé les conditions, pour lui, les conditions d'impartialité n'ont pas été remplies, en cherchant donc à récuser la composition du tribunal. Le juge d'instruction n'a pas été autorisé par le parquet à procéder aux investigations les plus élémentaires, disait-il, comme de se rendre sur les lieux de détention, délivrer et faire exécuter les commissions rogatoires, bénéficier de l'assistance des forces de l'ordre. Et il avait même demandé qu'on entende Sassou Nguesso lui-même. On s'étonne par ailleurs que le magistrat instructeur ait eu besoin de l'accord du parquet pour remplir ses missions. Bon, ce qui n'est nullement requis par le code de procédure pénale congolais. Bon, les accusés ont comparu donc librement en violation totale des dispositions du code de procédure pénale. Compte tenu de la façon dont a été constitué le dossier pénal, les 15 accusés ont purement et simplement été acquittés. L'existence des crimes a cependant été implicitement reconnue par la Cour. Et c'est là où d'ailleurs le magistrat Charles-Émile Apès a eu le courage de reconnaître, de considérer que l'État congolais était civilement responsable d'exactions. Il a condamné à verser une indemnité de 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros, à chacune des familles de victimes. Alors, il faut dire aussi que on pouvait se poser la question, c'est pas l'État comme tel qui est allé prendre ces pauvres Congolais et les a fait disparaître. Il y a eu des gens, il y a ceux qui occupent des responsabilités. C'est ceux-là justement qu'il fallait frapper. Donc la chambre criminelle, la cour d'appel de Brazzaville, qui a rendu donc ce verdict, nous a un peu surpris et étonnés. Parce que, pour nous, il s'agit de juger des responsabilités pénales individuelles. Non seulement la justice congolaise n'a pas pu ni voulu s'acquitter de son obligation, mais cela ne l'a pas empêché de statuer sur la responsabilité civile de l'État en reconnaissant celui-ci responsable de ces disparitions. Le condamnant, d'ailleurs, a payé 10 millions de francs CFA, une somme dérisoire, 15 000 euros à chaque famille de victimes. C'est vraiment malheureux. Bon, donc pour nous, nous continuons à collecter les témoignages des rescapés de cette affaire des enlèvements et disparitions du beach de Brazzaville, qui est donc la véritable épine au pied de Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, je lance cet appel, vous voyez la qualité dans laquelle les images que je vais vous montrer ne sont pas traitées. Je vous avais dit que nous avons tout le film du procès, en tout cas plus de 50 heures, mais nous ne pouvons pas les diffuser dans cet état. Vous voyez, c'est pour ça que nous demandons votre appui. Quel que soit ce que vous pouvez avoir, vous nous les adressez, et comme ça, nous pourrons faire quelque chose de mieux. En tout cas, là, vous allez vous contenter de cette première partie tout juste que nous présentons en hommage au magistrat Charles-Émile Apès, que j'ai rencontré pour la dernière fois d'ailleurs, c'était à Sibiti, lors du 15 août 2014 à Sibiti, où nous sommes retrouvés
avec Auguste Iloki. Et d'ailleurs, j'avais abordé la question du changement de constitution, qu'est-ce qu'ils en pensaient. En tout cas, ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas voulu aborder cette question. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci. Je vous laisse suivre cette première partie, ces échanges qu'il y a eu entre Maître Hervé Malonga et le président de la Cour, le magistrat donc Charles-Émile Apès. Merci donc, à bientôt. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM 105. Moi, j'aime. Maître Malonga. Monsieur le Président. Monsieur le Président, une fois de plus, j'interviens cet après-midi pour le compte des partis civils qui, à la suite de votre arrêt, avant d'y au droit du 23 juillet 2005, ont tenu de faire quelques observations, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord, et vous l'avez constaté comme moi, qu'au moment où nous sommes dans ce dossier, cette salle est généralement prise d'assaut par des personnes qui ne sont pas concernées dans cette affaire. Et généralement, mes clients se retrouvent dehors sans pour autant qu'ils aient la possibilité de bien suivre les débats. Je voudrais sur ce point, Monsieur le Président, respectueusement, que vous demandiez à toutes les parties civiles qui sont venues dans cette affaire de pouvoir suivre le débat et qu'on les laisse au moins entrer dans la salle. Ça, c'est la première observation, Monsieur le Président. La deuxième, vous vous rappelez notamment la teneur de votre arrêt que vous venez de rendre le 23. J'ai tenu, en ce qui me concerne, de relever que pas plus tard ce matin, Monsieur le Président, je venais de saisir le Conseil constitutionnel. La preuve, elle est là. J'ai saisi la Cour constitutionnelle, appelée en commission, soit la Cour constitutionnelle. Je venais de la saisir ce matin pour développer quoi, Monsieur le Président? Je viens devant vous pour dire que la Cour constitutionnelle a été saisie pour qu'elle se prononce sur l'exception d'inconstitutionnalité portant sur la nomination des juges composant la chambre criminelle que vous êtes. Que par conséquent, Monsieur le Président, en ce qui vous concerne, cette chambre criminelle, vous êtes obligé de surseoir, notamment, à statuer dans ce dossier jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce sur la saisie qui a été faite depuis ce matin. C'est une question préjudicielle que je pose à la Cour, à la chambre criminelle, avant d'examiner le fond de ce dossier. Je vous ai apporté la preuve. Elle a été saisie ce matin, conformément à votre arrêt, parce que vous avez renvoyé l'une des exceptions que vous avez soulevées. Vous avez demandé d'aller au Conseil constitutionnel, ce que j'ai fait ce matin. Je crois que, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous ne pouvez pas normalement continuer la poursuite des débats. Il faudrait attendre que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur ce point pour vous permettre de connaître cette affaire au fond. Et de mon venu, Monsieur le Président, je crois que la lettre, vous ne l'avez pas reçue, mais en tout cas, j'ai, à la même occasion, Monsieur le Président, je vais vous dire, à la même occasion, je vous ai écrit conformément aux dispositions de la loi. Je vous ai envoyé une lettre, vous devez avoir certainement ce soir, où je demandais, je peux vous dire, je recusais l'un de vos conseillers, je recusais le jury qui vous entoure aujourd'hui. Je vous rappelle que, Monsieur le Président, en ce qui me concerne, je crois que c'est l'article 589 qui nous dit, 580 alinéa 3 ou 4, vous verrez, Monsieur le Président, que, en ce qui concerne la récusation de l'un de vos conseillers, vous verrez le motif que j'ai formulé. Et en ce qui concerne notamment le juré, vous verrez aussi le motif que j'ai formulé en fonction des dispositions de l'article 250 alinéa 3 de notre code pénal. Donc pour l'instant, Monsieur le Président, je vous demande de constater que j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse se prononcer sur ce débat en attendant que vous poursuivez vos débats. La Cour vous donne acte de vos brillantes observations. Monsieur le procureur général.
Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Génial. Je vais répondre brièvement aux exceptions qui ne disent pas leurs mots, soulevées par Maître Malonga. Mais je commencerai par ces observations portant sur la présence des partis civils. Ces préoccupations sont les nôtres. Il y avait des partis civils qui traînaient devant les portes. Je donnais aux forces de l'ordre des instructions de pouvoir faire rentrer toutes les parties civiles qui avaient leur citation en main. Parce que si tu n'as pas de citation en main, on ne peut pas savoir si effectivement vous êtes partie civile. Il n'y a pas de liste donnée aux membres de la force publique pour regarder si effectivement la personne qui sollicite être partie civile est effectivement partie civile. Mais ceux qui ont leur citation, on a pu les faire rentrer. Mais de toutes les façons, il faudrait que Maître Malo regarde un peu la configuration de la salle. C'est plein, on dirait comme un œuf. Est-ce qu'il y a encore possibilité de faire rentrer 100 personnes ou 40 personnes? Est-il qu'il y a des haut-parleurs à l'extérieur? Si une partie civile est à l'extérieur, qu'elle entende son nom, elle peut faire signe aux forces qui sont dehors pour que, éventuellement, on la fasse rentrer. Bien. Et j'en passe à ce qui paraît être des exceptions. Je globalise. Parce que dès lors que votre cours a purgé les premières séries d'exceptions inéliminables, Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. inéliminables, et a procédé à l'interrogatoire de tous les accusés pour savoir s'ils reconnaissaient les faits ou non. Et dès lors que les accusés ont répondu non, ont donné une réponse à l'interrogation, nous avons déjà saisi le fond de l'affaire. Nous ne sommes plus in limine litis, parce que les exceptions doivent être posées in limine litis avant que nous ayons entamé le fond de l'affaire. Nous sommes déjà rentrés dans le fond de l'affaire. Les exceptions de Maître Malonga sont irrecevables. Et j'en ai terminé, monsieur. La Cour, monsieur le procureur général, vous donne acte de vos observations. Maître Pénapipin. Monsieur le Président, monsieur de la Cour, la volonté des accusés, c'est que le procès se tienne. Nous avons entendu des parties civiles, ou des prétendus parties civiles, crier haut et fort que nous voulons que justice soit rendue dans cette affaire du biche. Et nous ne comprenons pas, nous en tant qu'accusés, monsieur le Président, monsieur de la Cour, que l'avocat des parties civiles vienne multiplier les incidents de procédure. Soit on sait ce qu'on veut, soit on fait du droit, soit on fait de la politique. Nous sommes devant un prétoire où c'est le droit qui prime. Si mes contradicteurs veulent faire de la politique, qu'ils se fassent élire. Au Sénat, au Parlement, ici on fait du droit. Et je pense, monsieur le Président, monsieur de la Cour, monsieur le procureur général a répondu, n'est-ce pas, à cette exception. Dès l'instant où la Cour pose la question aux accusés, reconnaissez-vous les faits, vous n'avez plus la possibilité
nécessité de soulever d'autres exceptions. Du reste, cette question, vous avez répondu, M. le Président, M. de la Cour. Et je voudrais dire, M. le Président, que notre contradicteur, qui veut nécessairement, n'est-ce pas, faire perdurer, n'est-ce pas, un désordre, a soulevé cette question de la nomination par le président de la République devant le Conseil constitutionnel dans une autre affaire. Le Conseil constitutionnel a rendu un arrêt de principe qui n'a pas fait l'objet d'autres débats, sauf si, messieurs et chers confrères, vous voulez contester l'arrêt qui a arrêté par le Conseil constitutionnel dans une affaire dont je vais taire les noms. Rappelez-vous. C'est comme, Monsieur le Président, allons-y au débat. Le peuple congolais veut savoir, veut connaître la vérité. Ce peuple a trop souffert, Monsieur le Président, du mensonge. Il faudrait que la vérité soit dite. Et les accusés que nous avons la charge d'assurer la défense veulent s'expliquer, Monsieur le Président, en toute responsabilité. Et je crois, Monsieur le Président, nonobstant, n'est-ce pas, les vérités politiques, certaines parties civiles, si elles sont parties civiles, veulent savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au sujet des disparus du Bichet. Alors, Monsieur le Président, les exceptions ont été soulevées par l'avocat, un des avocats de la partie civile. Vous avez rendu votre arrêt, et je pense que mon contradicteur, notre contradicteur, n'a qu'une seule voie, c'est d'attendre l'arrêt définitif pour que la Cour suprême éventuellement puisse statuer sur toutes ces exceptions. Voilà, Monsieur le Président, ce que je tenais à dire dans cette affaire. De grâce, Monsieur le Président, de grâce. Ce peuple a trop souffert, il faudrait que nous allions droit au but. Souffrez que la Cour donne acte aux observations de Maître Pénapitra. Maître Pénapitra, la Cour vous donne acte de vos observations. Et Maître Madiala, est-ce que cela est difficile? Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, nous allons suivre Maître Malonga, j'allais dire les parties civiles qui viennent de soulever une autre exception sur le plan du droit. Étant entendu que mon excellent confrère Maître Pénapitra vient d'opiner sur le plan général, sur le plan de l'équité, en faisant allusion, et il a raison, sur le plan politique, qui n'a absolument rien à voir d'ailleurs dans ce procès. Sur le plan du droit, Monsieur le Président, les parties civiles vous ont bien révélé qu'il s'agissait d'une exception préjudicielle. Alors, qu'est-ce qu'une exception préjudicielle? Est-ce qu'elle est prévue par le Code de procédure pénale? La réponse est oui. À quelle disposition? Disposition de l'article 324. Et que disent ces dispositions? Ces dispositions, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, disent la chose suivante. L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Monsieur le Président, le débat est clos. Lorsque nous avons suivi les pertinentes explications de Monsieur le Procureur général quant à ce qu'il a appelé le débat du fond, a-t-il commencé, oui ou non? La réponse est affirmative, Monsieur le Président. Puisque nos clients ont déjà répondu à votre question, à savoir, reconnaissez-vous le fait? Cette question est une question du fond, Monsieur le Président. Et la réponse a été non. C'est une question du fond.
une exception préjudicielle. Et la loi l'ayant prévue, la question préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond, avant tout débat au fond. Alors à ce moment-là, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer au sujet de cette exception préjudicielle, eh bien, vous direz, Monsieur le Président, que cette exception a été soulevée de façon tardive parce qu'elle est folklore. Folklore non seulement parce qu'elle est soulevée bien après que le débat ait touché le fond, mais folklore aussi, et le parquet général l'a dit, parce que, Monsieur le Président, vous avez déjà purgé la question. Vous n'allez pas juger deux fois. Cela ne se fait pas en droit. Merci, Monsieur le Président, et vous avez compris. Maître Madiala. Maître Madiala, la Cour vous donne acte de vos observations, Maître Elenga. Vous avez Maître Kouka qui vient de nous produire tout à l'heure des conclusions en fait de mise en cause de l'État, mais au même moment vous avez Maître Malonga qui soulève une exception, Monsieur le Président. Ça fait 200 discordants. À la dernière audience, vous avez fait le grief aux avocats de la défense de ne pas s'accorder. Nous constatons que les parties civiles ne s'accordent pas. Pourquoi multiplier autant d'incidents alors que tout le monde veut connaître la vérité dans cette affaire? C'est ce que je voulais relever, Monsieur le Président, pour vous dire que de l'autre côté, on ne s'accorde pas. Nous voulons aller de l'avant. Quant à l'exception soulevée, Monsieur le Président, c'est une exception qui tombe d'elle-même au regard des observations qui venaient d'être faites par le procureur général et par les autres confrères. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Maître Elenga, la Cour vous donne acte de vos observations. Monsieur le bâtonnier Petro. Monsieur le bâtonnier national Petro. Jean. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les conseillers, mesdames, messieurs les jurés, je serai très bref parce qu'il s'agit de rappeler à la partie civile, et notamment aux confrères qui les défendent, quel est son rôle et quelle est sa place. L'exception préjudicielle que la partie adverse soulève est une prérogative qui est reconnue, bien sûr, aux parties, mais uniquement aux accusés. Il suffit pour cela de lire l'article 324 du Code de procédure pénale, et notamment son alinéa 3. Cette exception n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Le texte est clair, et nous savons tous qu'en matière pénale, il est de stricte interprétation. Pourquoi cela? Parce que la demande est présentée par la partie civile à laquelle est joint justement le ministère public, ou plutôt l'inverse, et c'est nous qui nous défendons pour bloquer l'action publique, l'action dirigée contre nous. Donc on ne peut pas reconnaître cette prérogative à la partie civile. Elle n'est reconnue au terme de la loi qu'à l'accusé. Il ne faudrait pas qu'il y ait confusion sur ce point. Maintenant, j'ai constaté que la partie adverse a aussi fait état de la récusation, je ne sais pas de qui. Mais sur ce point également, je passe rapidement sur le fait que la partie civile n'a pas eu la loyauté de nous communiquer ses écritures, ce qui n'est pas conforme au caractère contradictoire des débats. Mais sur ce point également, la partie civile aurait dû, pour que sa demande soit recevable, si tant est qu'elle pouvait passer, pouvait être reçue. Elle aurait dû en plus nous indiquer quel membre de la Cour elle voulait récuser. Je parle de la partie adverse. Or, en espèce, je n'ai rien entendu, je n'ai pas entendu le nom, et non plus de motif de récusation. Et dans ces conditions, et par application des dispositions des articles
589 et 590 du Code de procédure pénale, vous ne pouvez que constater qu'en l'état, la requête en récusation de la partie civile est irrecevable. Je vous remercie. Monsieur le bâtonnier national, Maître Jean Pétro, la Cour vous donne acte de vos observations. Maître Oko. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurys, je voudrais ajouter à titre complémentaire de ce que nous avons déjà entendu, ce qui vient d'être défendu par les avocats de la défense, ce qui suit. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, en réalité, nous ne sommes pas devant une quelconque exception préjudicielle ou non. En tout cas, au sens justement de ce que défend l'avocat de la partie civile, Monsieur le bâtonnier Malonga. Vous prendrez, Monsieur le Président, la disposition de l'article 2 de la loi organique relative justement à la Cour constitutionnelle. Vous prendrez également la disposition, Madame, Monsieur de la Cour, de l'article 146 de notre Constitution. Ces textes combinés ne prévoient l'inconstitutionnalité qu'en ce qui concerne, en réalité, Monsieur le Président, les lois formelles de la République, les traités et les engagements internationaux. Que je me souvienne, Monsieur le Président, lorsque cette affaire a été devant le magistrat instructeur, le même avocat de la partie civile, le même avocat, Monsieur le Président, avait cru déceler justement une exception d'inconstitutionnalité à travers justement le texte portant nomination de Monsieur le doyen des juges d'instruction. Et le débat a eu lieu. Nous avons comparu, Monsieur le Président, devant la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si elle pouvait, Monsieur le Président, apprécier de la légalité des règlements administratifs. De sorte que la décision qui était rendue, Monsieur le Président, et qui tendait à dire qu'il n'y a pas là une exception, Monsieur le Président, nous, je dis nous, moi, je suis surpris, je suis surpris que l'on dise que lorsque l'on soutient l'inconstitutionnalité d'un règlement administratif, d'un acte administratif, c'est-à-dire d'un décret de nomination, que cela devient une loi, comme on l'a écrit, une loi organique, s'agissant du décret qui nommait les doyens des juges d'instruction, pouvant relever de l'appréciation justement de la Cour constitutionnelle. De telle sorte que, Monsieur le Président, il faut être attentif, il faut faire attention. Il n'y a pas ici une exception, soit-elle préjudicielle, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'exception, soit-elle préjudicielle. En réalité, la partie civile dévoile ses intentions. Elle a voulu d'un procès. C'est elle qui a saisi effectivement les juridictions. Et c'est
réel qui multiplie inutilement les incidents de procédure pour retarder les débats. Alors, Monsieur le Président, je dis qu'il ne s'agit pas d'une exception préjudicielle. Il s'agit tout simplement des manœuvres qui tendent justement à retarder ce procès que plus de 3 millions de Congolais attendent et suivent attentivement, Monsieur le Président, j'en étais. La Cour vous donne acte de vos observations. Maître Esso. M. Bâtonnier Malonga vient nous communiquer ses conclusions et je constate que dans le dispositif de ces conclusions, il est dit ceci. Indemner le TIS, ordonner l'entrée en priorité dans la salle d'audience des parties entendues à l'instruction ainsi que celles qui n'ont pas encore été. Sursoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle. Constater qu'il existe une procédure de récusation pendante devant Monsieur le Président de la Cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale. Alors, je constate que dans sa plaidoirie, Monsieur le Bâtonnier vous a informé qu'il a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle. Je réponds en ce qui concerne, c'est une information qu'il vous a donnée. En ce qui concerne la procédure de récusation, le bâtonnier Petro a eu raison de dire que Monsieur le bâtonnier Malonga aurait dû dire quels sont les noms des juges récusés. Et l'article 590 du Code de procédure pénale donne les conditions de récusation. Et la requête en récusation est déposée devant le président de la Cour d'appel dans vous. Mais les dispositions de l'article 594 du Code de procédure pénale dit plutôt l'article 593 dit toutefois, toute demande de récusation visant le président de la Cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au président de la Cour suprême qui, après avis du procureur général près la dite Cour, statue par une ordonnance laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 95 et 591 sont applicables. Je constate à travers cet article que le bâtonnier Malonga s'est trompé. Il aurait dû déposer cette requête en récusation qui vous concerne devant le président de la Cour suprême. Là, il dit dans ses conclusions qu'il a déposé devant vous. Alors c'est vous qui êtes saisi, plutôt concerné. Monsieur le Président, en ce qui concerne le sursis à statuer, l'article 591, alinéa 2 du Code de procédure pénale dit « La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le Président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il serait sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement. » Donc, c'est vous qui décidez après avis du procureur général. Donc, la partie adverse, M. Bâtonnier ne peut pas demander que les débats soient sursis. Voilà, M. le Président, qui est sursis au débat. Maître Esso, la Cour vous donne acte de vos observations. Maître Irénée Malonga. Oui. Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi les autres s'alarment. Il n'y a pas de voix discordante chez les partis civils. Nous savons, tout au moins pour les praticiens, qu'il peut y avoir beaucoup de demandes. Il faut qu'on fasse la différence entre le nombre de demandes et la mésentente entre nous ici. Nous ne sommes pas comme eux, peut-être, parce qu'ils l'ont reconnu. Si une première partie civile
évoque une première question. Mais nous nous adressons, Monsieur le Président, à la Cour que vous êtes. Quand la première question est évacuée, nous continuons. C'est ainsi que, lorsqu'on évoque la question de l'inconstitutionnalité, Monsieur le Président, mais il y a une autre demande que nous formulons, c'est celle des ajouts des partis civils évoqués dans l'arrêt. Et ensuite, nous avons la mise en cause de l'État. Si vous vous dites que nous sommes ordonnés, nous ne marchons pas à pas. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes tenus à votre programme. C'est vous qui avez demandé à chaque fois que nous avançons, si vous avez des observations à faire. Ce qui signifie tout simplement s'il y a d'autres demandes. Monsieur le Président, nous avons compris. C'est vous qui avez la police de l'audience. Nous posons toutes les demandes que nous avons dans notre ventre et nous attendons la suite. Nous progressons. Voilà ce que je tenais à dire pour éclairer les autres. La Cour vous donne acte de vos observations. Maître Malonga, pour la réplique, c'est vous qui avez soulevé. C'est vous qui avez soulevé l'exception. Vous répliquez contre qui? Vous avez soulevé l'exception et ils ont répondu. On s'arrête là. Laissez la Cour se retirer pour répondre à vos exceptions. Qui ne sont pas vraies. Je vais répondre sur la récusation par exemple. Est-ce que dans le texte de notre procédure, du code de procédure pénale, il est dit qu'il faut en parler aux avocats de la défense? La requête est déposée devant le premier président de la cour d'appel que vous êtes. Je n'ai pas dit aussi que j'ai recusé le président, j'ai recusé l'un des conseillers. Il faut que vous compreniez ce que je dis. En ce qui concerne notamment le débat qui y a eu au niveau de la Cour constitutionnelle, contrairement à ce qui a été dit, mais la Cour constitutionnelle par décision que je vais vous produire, la Cour constitutionnelle par décision que je vais vous produire a dit ceci, qu'il était trop tôt parce qu'il n'y avait pas une décision. Et lorsque vous avez rendu une décision hier, moi à la base de votre décision, je viens de saisir la Cour constitutionnelle. Vous avez la possibilité de vérifier. Il faut qu'on vienne tromper les gens ici. Je dis, Monsieur le Président, dès qu'il y a une décision que vous avez rendue, mais je suis en droit de saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle va pouvoir statuer, ce qui vous permettra, oui ou non, à poursuivre ces débats. Mais si la Cour constitutionnelle vient à dire que vous avez été nommé dans des conditions, permettez-moi le terme, pas peut-être bizarre comme vous l'avez dit, dans des conditions qui ne sont pas reconnues par la loi. En ce moment, Monsieur le Président, tout ce qu'on aura fait n'aura servi à rien. Attendons que la Cour constitutionnelle se prononce là-dessus. Et je voulais répondre au parquet général. Je crois que quand on vient ici, on veut plaider du droit. On ne veut pas plaider de la politique, même si j'en fais. Mais je dis ceci, Monsieur le Président, je défie le procureur général de nous démontrer ici que nous avons abordé ce problème au fond. Non! Lorsque un accusé, un prévenu arrive, on lui pose la question. Et ensuite, on passe à l'exécution. Même si aujourd'hui, Monsieur le Président n'a pas suivi cette procédure, c'est ce que nous faisons habituellement. Vous avez posé la question. On est pas allé au fond du débat. C'est tout à fait normal que je puisse présenter deux exceptions. Il ne faut pas venir changer les règles du jeu. Je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'attendant que la Cour constitutionnelle puisse sa saisine, à partir de ce moment-là, on verra si vous allez poursuivre ce débat ou pas. Parce que je dis, et j'en suis convaincu maintenant, que la Cour constitutionnelle constatera votre illégalité. Monsieur le bâtonnier Malonga, la Cour vous donne acte de vos nouvelles observations. La Cour va se retirer pour statuer, pour délibérer. Nous avons vos écritures. Nous n'avons pas reçu, vous n'allez pas déposer une requête en récusation, séance tenante. Donc nous nous retirons pour délibérer sur ces incidents, une fois de plus soulevés par Maître Malonga, mais en attendant, Monsieur l'huissier de service, nous constatons que les témoins sont encore dans la salle. Vous devriez les écarter pour qu'ils soient dans la salle d'audience du tribunal de grande instance.
La Cour se retire pour délibérer. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.